Alexandra? Oui. C'est à vous si vous voulez bien me suivre. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandra, bienvenue. Enchantée. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Donc avec Guylain, on voulait vous... Ah, merci. Top, génial. Parfait, avec Guylain, on vous reçoit aujourd'hui pour un poste de directrice du recrutement. On sait que c'est le poste que vous tenez actuellement et donc on a une mission pour un de nos clients à ce titre. Ce client, justement, eh bien, il souhaite fluidifier, on va dire, la relation recruteur-manager, parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir encore des choses éventuellement à améliorer. On vous a reçu parce que c'est sûrement un sujet sur lequel vous pourriez l'aider. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de tout ça. Je suis Alexandra, directrice du recrutement pour la France chez Unibail-Rodamco-Westfield. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le recrutement, dans différents secteurs. Je suis passée par l'hôtellerie, la restauration. J'ai commencé mes armes chez un grand cabinet. Et ma dernière expérience chez Unibail était dans les data centers, donc ultra spécialisés. Donc, j'ai plein d'anecdotes et plein de choses à vous raconter sur les relations manager-recruteur. Et oui, parce que ce qui va intéresser notre client, c'est bien cette problématique. Dans l'entreprise pour laquelle on travaille, on a un gros problème d'alignement entre les managers et les recruteurs. Donc, il va falloir retravailler la relation, mettre en place un process, éventuellement des outils, pour vraiment accompagner les managers et les fédérer autour de ce sujet. Alors la première question intéressante avant d'entrer dans le vif du sujet et votre expérience, c'est pour vous, quelle est la relation idéale entre les managers et les équipes RH d'un point de vue recrutement? C'est une très bonne question. La relation idéale, je pense que c'est une relation qui, comme toute relation humaine et surtout professionnelle, reste connectée en communication. Donc il ne faut jamais perdre le fil de la communication et toujours avoir des grandes valeurs qui en fait marchent dans chaque relation humaine. Et je dirais que la première, c'est la transparence. Je pense qu'un manager aime la transparence sur son process parce que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant pour lui ou elle. Et de lui dire que là c'est compliqué ou que là on n'y arrive pas ou que là effectivement on ne leur donne pas de nouvelles mais on ne les oublie pas. Je pense que c'est quelque chose qui est un socle très important. On n'est pas obligé de tomber dans le copinage pour se faire apprécier. Au contraire, je pense qu'ils apprécient le professionnalisme, ils apprécient qu'on leur donne aussi beaucoup d'insights sur le marché. Et ça, je pense que c'est important de garder encore une fois ce lien qui est différent. Et puis RH, c'est vrai que c'est pas pareil que le recrutement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le côté hyper sympa de la relation avec le manager. On est censé leur apporter une super perle rare, etc. Donc c'est quand même le côté qui est plus sympa. Donc je dirais effectivement pour résumer... C'est marrant ce que vous dites, RH, c'est pas recrutement. C'est quand même des sujets qui sont plus légers. Donc c'est vrai qu'on a tendance à rester estampillé RH, mais c'est quand même pour moi... un autre pan de métier qui n'est pas forcément... C'est une autre spécialité, quoi. Donc on n'est pas on est dans le côté plutôt léger, même si c'est compliqué parfois. Mais... Concrètement, comment on fait pour aligner les recruteurs et les managers? Alors, selon mon expérience et selon ce que j'ai pu voir, pour les aligner, il ne faut pas forcer. Faut pas, il y a des différentes typologies de recruteurs et de managers. Il y a des gens qui peuvent être échaudés de mauvaises expériences et je pense que le bon recruteur doit aller chercher ça. Le manager qui va être traumatisé d'un mauvais recrutement ou de choses comme ça. Pour bien les aligner, il faut avoir un cadre, ce qu'on appelle un cadre de référence, de dire en fait, voilà, moi, et typiquement chez Unibail, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on recrute. Donc on leur donne on a créé un guide du manager qui recrute, un guide très concret qui leur dit en fait, voilà, le cadre de référence du recrutement chez nous, c'est ça. Zéro discrimination, un entretien structuré, enfin voilà, leur donner notre méthodologie, notre boîte à outils. Et ensuite, on a une petite formation qu'on a créée, qui n'est pas un e-learning, c'est qu'on les garde avec nous après le kick-off. Et on les garde un quart d'heure pour rebalayer les biais cognitifs, les faire et à ne pas faire pendant l'entretien. Ça dure un quart d'heure. Et en fait, on essaie effectivement de leur dire, voilà, nous,
ok, et parfois c'est compliqué parce qu'on a des gens qui ont recruté depuis 20, 25 ans, donc c'est comme des gens qui ont le permis de conduire depuis 40 ans, ils ne vont pas avoir besoin de repasser un permis, mais on leur dit, ok, tu peux avoir conduit mal pendant 40 ans, donc voilà comment, en tout cas moi mon cadre de référence c'est ça, et c'est comme ça que je souhaite qu'on recrute, que tu recrutes la nouvelle personne. Super. Et du coup, quand vous parlez de transparence, de lien, de formation, on entend formation un peu initiale. Est-ce qu'ensuite il y a un suivi? Est-ce que c'est monitoré peut-être par des outils? Vous avez une grille d'évaluation, des choses pour aider le manager finalement? Parce qu'on parle beaucoup de théorie et ensuite dans la pratique, comment vous faites pour que cette formation soit vraiment mise en place et que vous ayez finalement des résultats par rapport à ce que vous nous expliquez, le concept que vous expliquez derrière, comment est-ce qu'il est mis en pratique? Ouais, c'est une bonne question. Alors, on n'a pas encore d'outils vraiment ou comment on appelle ça, j'ai le mot en anglais. Dites-le en anglais. De surveille, oui. Spécifique, je suis désolée, on ne fait que des anglicismes en fait. Je vais avoir beaucoup d'anglicismes. Non, pas forcément. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du pairing. Donc on est toujours en binôme avec le manager dans les entretiens, non pas pour le fliquer ou pour être sûr qu'il ne pose pas des questions illégales, mais pour lui dire qu'en fait, ok, toi ta partie est quand même technique et toi tu dois savoir ce que tu veux chez cette recrue-là. Et moi je suis là pour apporter effectivement ce pan RH et travailler plutôt les soft skills et parfois relancer quand je vois que aussi parfois vous savez, il y a des rythmes dans les entretiens et il faut aussi parfois relancer parce qu'on peut se faire mener et au final repartir avec vraiment zéro chose concrète pour noter le candidat derrière. Donc on n'a pas forcément de suivi comme ça, mais en fait on les suit de très près. C'est-à-dire comme on est en pairing, après on arrive à faire le suivi de cette manière-là. Tous les entretiens sont faits à chaque fois avec le manager et le recruteur. Et le recruteur. Donc, tout à fait. J'imagine qu'il y a des entretiens structurés, par exemple. Oui. Donc c'est le recruteur qui va évaluer à partir de ces entretiens. Le manager ne le fait pas directement. C'est pas lui qui fait la prise de notes, ce qui lui permettra de comparer les candidats. C'est le recruteur. C'est nous deux, je dirais. Et dans le kick-off, en fait, effectivement, on fait ce travail de rebalayer les hard skills et les soft skills et de poser en fonction de ça de générer. On a créé un Excel qui génère à chaque fois des questions en fonction des soft skills. Allez, RH Excel. Entretien structuré, ça nous aide beaucoup quand on n'a pas un bon ATS. Vous parliez effectivement de cet entretien, de ce pairing. Du coup, si je comprends bien, et quand on parlait d'engager les managers, vous leur donnez du coup vraiment un rôle. Vous dites, nous, on est là pour les soft skills, etc. Vous êtes plus pour la partie technique. Donc, est-ce que du coup, vous essayez aussi de rendre aux managers un rôle là où, dans certaines entreprises, l'entretien RH puis l'entretien manager est finalement une répétition du candidat qui redit les mêmes choses aux deux. Vous avez vraiment ces deux rôles dédiés. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, ça porte les managers à avoir envie d'y aller sur le domaine du recrutement, de se plonger, puisqu'ils ont vraiment, on leur donné leurs compétences sont mises en avant grâce à ça? Complètement. Et je me suis aperçue de ça là récemment parce que j'ai eu plusieurs managers qui ont vraiment pris conscience qu'ils étaient autant, si ce n'est les principaux acteurs en fait, d'un bon recrutement. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon expérience, je me suis toujours dit, mais c'est dingue parce que quand un recrutement ne marche pas, on se retourne toujours vers le recrutement en disant voilà, ça a foiré, c'est de ta faute, enfin, c'est que vous n'avez pas vu un truc au recrutement, etc. Et en fait, donc souvent, on a eu le réflexe de s'auto-flageller, de se dire bah oui, c'est notre faute. Et au final, quand on remet le contexte, on redonne ce cadre de référence, et en leur disant surtout, en fait, c'est toi le responsable du recrutement. Parce que moi, cette personne-là, je ne vais pas la manager. Donc, en fait, c'est toi qui vas décider et qui va voir si elle va pouvoir s'intégrer à ton équipe, si elle a les bons skills au bon endroit. Et justement, notre travail, c'est d'enlever tous ces petits biais qui peuvent le polluer. Et ça les a donné ça leur donne un pouvoir de dingue. Et moi, récemment... j'ai posté dessus sur LinkedIn, mais j'ai eu des managers qui ont appelé directement des candidats. Enfin, ça m'était jamais vraiment arrivé. Enfin, je trouve ça dingue de dire, bah oui, mais Alexandra, c'est vrai, tu as raison, c'est nous qui recrutons. Donc, en fait, d'avoir ce contact-là, je trouve ça génial, etc. Et ça, effectivement, ça leur donne ça leur remet la responsabilité, en fait, dans les mains. Et c'est vrai que c'est leur recrutement, au final. Est-ce que vous encouragez les managers à gérer leur propre vivier ? Alors, ça, c'est dans un monde idéal. Mais souvent, ils le font spontanément et il y en a qui, malheureusement, n'ont pas la bande passante. Ok. Alors,
Chez notre client, on a un souci d'alignement. On a certains managers qui vont dire, par exemple, bah non, ce candidat-là, je ne veux pas le voir, j'ai vu son CV, je ne le sens pas. Qu'est-ce que vous faites si un manager vient vous voir et vous dit, bah, lui ou elle, je le ou je la sens pas? Ouais, ça nous arrive, hein, ça nous arrive très souvent. Parce que, oui, effectivement, le CV étant le premier biais cognitif, ils vont voir une micro-coquille, etc. Donc, on va essayer, pour les managers qui sont un peu coopératifs, ils vont accepter qu'on les reçoive. Et souvent, je leur dis, OK, bah, si tu sens vraiment que ça ne va pas, à ce moment-là, on écourtera et puis on dira au candidat, et je vais te montrer comment on fait du feedback à chaud, justement, au candidat aussi. Et pour les plus récalcitrants, je leur dis, OK, pas de souci, je vais le recevoir. Moi, je vais le recevoir et je te ferai un feedback. Et si vraiment ton instinct s'avère, à ce moment-là, je t'épargnerai l'entretien. Alors, une autre question sur un manager qui serait un petit peu récalcitrant, qui dirait que l'entretien, c'est le travail du recrutement, c'est pas le sien. Comment est-ce que vous gérez ce type de situation? Alors, ça m'est arrivé dans l'hôtellerie, des chefs qui n'avaient pas le temps, pas la bande passante, et qu'effectivement pour eux c'était une formalité. Alors souvent pour moi il y a eu deux cas de figure. Le premier c'est il y a des gens très récalcitrants qui ont vraiment un fort caractère et qui ont beaucoup de pouvoir, on va dire, dans l'entreprise. Et auquel cas, il faut pas être en mode conflit parce qu'en général ça marche pas. L'expérience m'a montré que du coup je l'ai rencontré. Et ils ne les rencontraient pas forcément. Et je leur disais, par contre, je ne les ai pas testés techniquement. Hein. Du coup, moi, je ne sais pas comment tester ces métiers-là. Donc, si ça ne marche pas, ça ne sera pas de ma responsabilité, mais tu verras. Et dans ma tête, c'était plutôt, tu verras par l'expérience que ça ne fonctionne pas. Et à 100% des cas, effectivement, ils sont venus en disant, non, mais en fait, oui, on va peut-être faire les choses différemment. Donc ça a généralement marché. Et le deuxième point, c'est que pour les managers qui sont un peu moins têtus, il y a ce côté effectivement de se dire, encore une fois, c'est pas moi la personne qui va manager cette personne-là. Donc si ça se passera mal, moi je vais disparaître de ta vie dans 48 heures. Donc si ça ne coïncide pas ou si ça ne va pas, parce que moi je recrute avec mes œillères à moi, avec mes lunettes à moi. Et on n'a pas forcément le même vécu, le même background, les mêmes attentes. Donc c'est en ça où ça peut être délicat. Et sache que, en plus, ça peut être extrêmement dommageable pour tes équipes, parce qu'en fait, ils ont onboardé une personne avec qui ça n'aurait pas forcément matché. Et en plus, au niveau de la marque employeur, c'est hyper dommageable, parce que ça veut dire qu'on ne lui a pas donné assez d'attention pour qu'il rencontre son manager. Donc c'est hyper dommageable. Ça m'est jamais vraiment arrivé, si ce n'est effectivement dans un cas de figure très particulier du secteur de l'hôtellerie. Et à l'inverse, le manager qui pense qu'il n'a pas besoin justement du service RH et qui recrute dans son coin, qui déclenche ses propres entretiens et qui va vous mettre un CV sur la table en disant « je le recrute lundi ». Ouais, ça m'est arrivé aussi dans l'hôtellerie, l'inverse. Et dans ces cas-là, écoutez, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais c'est sa responsabilité. Mais c'est sa responsabilité. Il ne faut pas être dans le conflit, je pense. Ça ne marche pas. Et une autre question sur l'expérience recruteur-manager aussi. Un manager qui, lui, vient, fait l'entretien, etc., mais vous n'avez pas de retour au bout de 15 jours, 3 semaines. Oui. Comment est-ce que vous gérez cette situation? Alors, c'est drôle parce qu'on a eu le cas, encore, j'en parlais avec une personne dans l'équipe cette semaine, un recrutement hyper urgent et qui mettent 3 semaines à répondre au CV. Et là, qui se réveille en se disant, en fait, c'est hyper urgent, etc. Donc ça nous arrive assez souvent. Nous, on prend le parti de les relancer, de continuer à garder effectivement ce lien, de dire, on t'oublie pas, nous oublie pas. Soit, parfois, on va forcer, on va mettre des points dans leur calendrier, on fait des textos, on fait des WhatsApp, etc. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est que c'est pas si urgent que ça. Voilà. Si on pense que c'est urgent, c'est urgent. Et après, s'ils mettent 15 jours à revenir vers nous pour un feedback, on leur dit que on arrêtera de leur présenter les candidats, parce que pareil, c'est pas comme ça qu'on traite les candidats en fait. Ils méritent pas un silence. Il n'y a rien de pire que le ghosting pour les candidats. Donc, dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reste en contact avec les candidats en disant, je suis désolée, il est en voyage, il n'a pas de dispo, etc. Mais on reviendra vers vous, on vous le promet, on vous oublie pas. Il ne faut pas aussi perdre le lien avec le candidat.
Top. Alexandra, c'est le moment où on va tester vos compétences. On a parlé soft skills, hard skills. J'ai 7 questions à vous soumettre. Alors l'idée, c'est de répondre de façon très directe et courte, hein. Vous n'avez pas besoin de développer vos réponses. Premier point, 2 profils similaires. L'un vient d'un grand groupe, l'autre d'une start-up. Vous êtes instinctivement attiré par... Le grand groupe. Deuxième point, CV, avec ou sans photo? Sans photo. Ah, j'ai cru que vous alliez dire sans CV. Et j'aurais pu... Ah, mais on m'a pas donné l'opportunité, mais oui, j'aurais dit Vous avez le sans droit. CV. Ah, ok. Donc on peut être un peu joueur. Ok. Troisième point, vous avez 2 candidats à égalité sur les scorecards. Quel est le critère différenciant? Elle est pas mal cette question. Aïe, aïe, aïe. Le contact avec le candidat, la façon dont il a démontré sa motivation, je dirais. Ok. 4. La seniorité en entreprise, c'est... C'est génial. C'est génial parce que ça nous apporte énormément de sagesse, d'expérience. On a besoin de plus de seniors en entreprise. 5. La Gen Z en entreprise, c'est... C'est génial aussi. Ah Je bah pense voilà. qu'il faut les meilleurs des deux mondes. Et ils vont beaucoup nous réapprendre aussi à mieux travailler, je pense. 6. Le retard à l'entretien, c'est... Ça arrive, si c'est excusé. Ok. 7. Un conseil pour un junior qui se prend de passion pour les RH. En restant positif, c'est un super métier, il faut le faire avec passion, c'est un métier de passion. Merci Alexandra. Merci Christophe, merci Guilain. Merci à vous. Je vous raccompagne. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. Ah, messagerie. Oui, Alexandra, c'est Guilain. Bah, écoutez, je vous rappelais, suite à notre entretien pour le poste de directrice recrutement, pour vous dire que vous avez été retenue. Voilà, on a mis l'accent sur la qualité humaine de votre profil. On a beaucoup aimé votre vision manager-recruteur. Rappelez-moi vite pour les prochaines étapes.